Impact Basket. Bonjour à tous, bienvenue sur Choc FM. L'émission c'est Impact Basket avec vous, Patrick Bizindavi, comme d'habitude. Et aujourd'hui, il me fait plaisir d'introduire notre invité du jour, un ami de longue date, un collègue au niveau du basket, une personne très très connue dans la communauté burundaise, que ce soit au Burundi, même dans la diaspora. Il s'agit de Eugène Nindolela. Eugène, bonjour. Salut Patrick. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Là, tu as mis le maillot qu'il faut, là. Ah, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de mettre le maillot, hein. Les occasions se font plutôt rares. Et comme en plus de ça, ça date, hein. Donc, la nouvelle génération, on voit les vidéos de Jordan, mais ils n'ont pas eu la possibilité de suivre les matchs comme nous, même si c'était à la télé. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, je me dis que c'est ton maillot préféré de la NBA, ça, c'est sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Et avant l'entrevue, je parlais à un ami commun, Christian Simbananié. Je lui disais, j'ai une entrevue avec Jenny Doya aujourd'hui. Là, il répond tout de suite, oh là là, c'est l'icône du basket. C'est ça qu'il a dit. Ah, L'icône du Christian, basket. Est-ce il que, exagère toujours un peu. est-ce que, est-ce que tu te considères comme l'icône du basket burundais? Non, pas du tout. Je pense il faut être toujours un peu, il faut être humble parce que le basket, ça ne date pas de mon époque. Il y a des gens qui ont commencé à jouer bien avant moi. Il y en a qui ont continué à jouer et qui jouent encore aujourd'hui. Je pense donc que c'est vraiment tout un, c'est même, je n'aime même pas trop quand, même dans le monde du foot ou du basket, on s'amuse à faire des comparaisons entre des générations, etc. Ça me paraît toujours un peu déplacé. Je crois qu'il faut profiter. On a profité de Michael Jordan, on a profité de Kobe Bryant. Aujourd'hui, on profite de LeBron James. Et demain, il y en aura d'autres. Et tant mieux d'ailleurs. Ouais. Mais bon, pour les jeunes qui ne savent pas, quand même, tu as eu un gros impact sur le développement du basket au Burundais. Là, on va parler au cours de l'émission. Mais pour revenir à tes débuts, je sais que le foot, c'est aussi un de tes sports préférés. Mais comment est-ce que le basket est venu dans ta vie? Bien, pour dire la vérité, j'aime le sport en général, les sports d'équipe. Donc, à vrai dire, à part le volley où j'ai essayé, mais ça ne m'a pas vraiment réussi, j'ai tout de suite eu des problèmes de doigts qui gonflaient, etc. Mais sinon, j'ai joué au foot, j'ai joué au rugby, j'ai joué au basket, j'ai joué au handball. J'ai fait quand même beaucoup de sports collectifs. Et honnêtement, ma préférence, c'était le foot. Mais à un certain moment au football, j'ai plafonné. Donc, il faut reconnaître que la concurrence était rude. Et donc, quand j'ai vu que je ne pouvais pas vraiment évoluer au-delà du niveau auquel j'étais arrivé, donc je suis quand même joué quelques matchs en division B au Burundi. Et je me suis rendu compte qu'au basket, j'avais des potentialités meilleures, plus élevées en tout cas qu'au football. À un certain moment, je me suis consacré au basket plus qu'au football parce que j'étais toujours dans l'idée d'essayer d'aller le plus loin possible dans une des disciplines que je pratiquais. Et c'est comme ça alors que j'ai fait vraiment du basket de manière intense parce que dès le début, je jouais en première division, j'avais des opportunités et j'ai pu donc aller utiliser mon potentiel au maximum. Et je me souviens, j'étais encore enfant, je venais voir les entraînements de l'Unani au terrain du CFA à Buiza. C'était mes premiers amours au basket. Et puis, mais tu étais bon. Je me souviens, c'était comme le Magic Johnson burundais avec des passes no look à cette Moi, je pense époque-là. que ça a toujours été un peu ma marque de fabrique ou aussi celle d'Urunani. Et je crois qu'avec Urunani, on a accompli des choses extraordinaires, hein. Et pas seulement moi, d'ailleurs. Moi, j'ai pris le train en marche. Je ne suis pas parmi les fondateurs du club Urunani. J'ai commencé avec le club quand il est arrivé en première division. Mais le club avait déjà une histoire en deuxième division et puis un peu avec les membres corporatifs qui ont créé ce club. Et quand je vois ce que ce club est devenu, c'est vraiment extraordinaire parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien le Burundi,
Le Burundi, on a un football qui est le sport roi, très populaire, et le basket qui était un peu considéré comme un certain sport d'élite dans la mesure où il ne se jouait que dans les écoles secondaires, et encore pas toutes les écoles secondaires. Donc c'était vraiment quelques privilégiés. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était un peu ça la réalité. Le football qui était très populaire, il fallait plutôt parler Swahili. Mais au basket, quelqu'un qui parlait Swahili, il était tout de suite, on le regardait d'un œil bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Il est pas dans son domaine. C'est ça que Urunani a révolutionné. Urunani a rendu le basket populaire. Et à un certain moment, aujourd'hui, on parle Swahili sur les terrains de basket on parle Swahili au football. Mais au départ, je me rappelle à l'époque, quand moi j'ai commencé à jouer au basket, c'était inconcevable, hein. Quelqu'un qui parlait Swahili, il était mal vu. Oui. Et comment est-ce que tu as joint le club au Nani? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce Je club-là? crois que c'est un peu tout ça. Donc moi, en fait, ma carrière, je l'ai commencé avec le club Dauphin parce que j'étais au collège du Saint-Esprit et c'était le club de l'école. Mais comme j'étais déjà en première et que je devais quitter donc à la fin de l'année, tout de suite après, je me suis retrouvé à l'université et il fallait que je change de club puisque je pouvais plus continuer à jouer dans Dauphin. Au départ, j'ai préféré aller plutôt que d'aller dans des clubs déjà réputés, etc. Moi, je préfère les défis où j'essaye de bâtir quelque chose, où je suis sûr d'être titulaire parce que je n'aime pas trop, si je veux faire du sport, c'est pas vraiment, j'aurais pas envie d'être sur le banc. Donc, j'ai préféré aller dans un club nouveau. L'ambassadeur Kanuma a créé un club qui s'appelait AJS, Association des jeunes sportifs, un club de basket et un club de volley. Malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps. 2 ans après, le club n'a pas pu tenir, je ne sais plus trop pour quelle raison. Et donc, il fallait encore une fois que je change de club. Et à ce moment-là, c'est là où Lunani venait de terminer premier de la deuxième division et ils allaient commencer à jouer en première division. Et j'ai un ami, plusieurs d'ailleurs, mais en particulier Tigana que tu connais bien, qui est venu un peu m'expliquer, me parler un peu de l'intérêt de venir plutôt à Urunani. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de raisons pour y aller, notamment le fait que c'est un club des cités populaires, un club dans un quartier un peu défavorisé et qui pour moi allait vraiment essayer, c'était une opportunité pour changer un peu cette image élitiste du basket que je trouvais assez déplorable. Et je crois que maintenant, avec le recul, le pari a été réussi et je pense que le club Urunani peut être fier d'avoir accompli ça. Et quelle mémoire gardes-tu de cette époque-là avec le club? Je sais que toujours, comme tu le dis, le club a un fan base qui est extraordinaire depuis même cette époque, avec des gens qui venaient en masse pour regarder les matchs de l'Unani. Quel souvenir gardes-tu de cette époque-là dans tes débuts avec eux? Moi, je crois que comme tu viens de le dire, là, le fan club au niveau du basket, ça n'existait pas. Et donc, ça a vraiment commencé avec Urunani. Et c'était des ambiances de folie. Moi, je me rappelle des choses qu'on a connues, c'était incroyable. Et quand on dit, par exemple, au football que les spectateurs, c'est le 12e homme ou des choses comme ça, mais au basket, c'était la même chose. Nous, il y a des matchs qu'on a gagnés, pas parce qu'on était meilleur que l'équipe adverse, mais parce que ceux qui nous encourageaient nous ont vraiment portés et nous ont amenés à gagner des matchs compliqués. Moi, l'une des choses que je n'oublierai jamais de toute ma vie et en termes de souvenirs, c'est qu'à un moment, on avait un système de jeu qu'on appelait, je sais même pas comment on a appelé ça comme ça. Dallas? Voilà, Dallas. Ouais. Alors moi, je me rappelle de Dallas, mais c'était de la folie, hein. À un certain moment, c'était les spectateurs qui réclamaient Dallas. Alors quand tous les fans qui dominaient au niveau du public commençaient à réclamer Dallas, je vous assure qu'à un certain moment, pour des raisons diverses, il fallait qu'on le fasse et on le faisait. Et en plus de ça, parfois, ça marchait très bien. Je peux pas oublier ce que ça donnait comme ambiance. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point est-ce que cette espèce d'ambiance nous mettait dans une position favorable et mettait l'équipe adverse un peu en difficulté dans la mesure où il subissait donc des pressions terribles. Alors moi Dallas, c'est vraiment
le plus grand souvenir que j'ai. Le fan club et Dallas, voilà deux exemples qui, pour moi, vraiment me restent à l'esprit à vie parce que c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Mhm. Et donc, tu étais joueur, mais tu as aussi commencé à encadrer des jeunes, les jeunes du terrain du parquet, les Belex. Et puis, je me souviens à une époque où tu as même amené une équipe de jeunes à jouer, je pense que c'était en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience-là? Bon, je ne sais pas trop comment ça s'est arrivé, mais toujours est-il qu'il y avait une compétition dans le cadre de la francophonie pour des jeunes de 15-16 ans. Et à l'époque, on m'a demandé comme je m'occupais justement des jeunes au niveau du parquet et ailleurs, on m'a demandé d'organiser un peu cette équipe. Donc, on a pu sélectionner 12 joueurs avec lesquels on est parti en Côte d'Ivoire, pas à Abidjan, on est parti à Yamoussoukro. C'était une expérience très enrichissante et j'ai d'énormes contacts. Je suis resté en très bon terme avec l'ensemble des joueurs avec qui j'ai fait ce voyage. Il y avait un certain nombre de joueurs d'Urunani, mais des joueurs du Parquet, des joueurs, il y avait Toto de Dynamo, il y avait vraiment toute une... C'était une très, très, très belle expérience, avec parfois des anecdotes, mais je préfère ne pas en parler parce que ce sont mes amis, ils m'en voudraient si je disais publiquement certaines de leurs histoires. Oui, sûrement que ces gens-là vont te suivre à cette émission. Mais là, donc, une carrière riche en tant que joueur. Je pense qu'à un certain moment, tu as été élu parmi les meilleurs, je sais pas, meilleur meneur. Et je me souviens plus, mais il y avait des Oh, prix qui. il y a une Oui. année, il y a une année, je crois, enfin non, je crois pas, je suis sûr d'avoir obtenu le prix de meilleur joueur, MVP comme on dit maintenant. Il y a une année où ça a été moi. Bon, je sais pas vraiment. C'est toujours difficile de faire ce genre de choix. Je ne sais pas si je le méritais, mais toujours est-il que, bon, tout prix est toujours bon à prendre, hein. On va pas s'en plaindre. Donc, j'étais content d'être considéré comme le meilleur. Mais en plus de ça, moi, je suis quelqu'un qui considère beaucoup que l'esprit d'équipe, c'est fondamental, ce qui fait que parfois les récompenses individuelles dans des sports collectifs, ça me paraît pas toujours approprié. Et parfois, les choix qui sont faits sont assez subjectifs. Et moi, je le vois avec le Ballon d'Or de football, avec les MVP de basket. Parfois, je ne suis pas d'accord avec les choix qui sont faits. Mais c'est comme ça. Mais bon, c'est une pratique qui a ses adeptes, donc on va laisser ça. Mais moi, personnellement, je suis pas très chaud pour ce genre de récompense individuelle. Mhm. Mais j'ai eu la chance de te voir jouer. Moi, je pense que, à mon avis, c'était un prix mérité parce que déjà tes passes, c'était comme Magic Johnson quand nous à l'époque on regardait la NBA, on avait une référence. Alors, une carrière de joueur, là, tu te retrouves à la présidence de l'association de basketball de Bujumbura. Comment est-ce que c'est toi tu t'es porté candidat ou bien c'est les personnes qui t'ont dit on pense que ce serait mieux que ce soit Eugène qui soit président de l'association? Bon, je pense qu'il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais m'impliquer dans justement la tête de l'association. Alors, je dois dire qu'après ma carrière de joueur, j'ai été un peu entraîneur de l'Unani, j'ai été président de l'Unani. Et donc, à un moment où certains me suggéraient de travailler un peu au niveau de l'association, je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'avais quelques idées en tête, toujours un peu dans cet objectif de rendre le sport un peu plus populaire, plus accessible, essayer de mieux l'encadrer. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à la tête de l'association pendant 4 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Oui, je me souviens parce qu'à l'époque, je pense que j'avais terminé ma carrière de joueur, j'étais devenu entraîneur et j'étais en stage en Ouganda. Et puis, un ami commun, Kanani, que tu connais, lui, il m'appelle. J'étais en Ouganda, il dit, Eugène est devenu président de l'association, il aimerait que tu sois dans son comité, mais le fait que tu sois en Ouganda, ils vont t'attendre à ton retour, tu vas joindre le comité. Et là, quand j'ai entendu le nom Eugène, pour moi,
c'était fini. Je devais dire oui. Je n'avais pas le choix, Oh, donc mais tant mieux, parce que je pense qu'il y avait, bon, parfois le choix des personnes dans des comités, des choses comme ça, c'est pas toujours évident parce que on est obligé d'abord de parfois prendre des gens qu'on connaît pas très bien, parce que ça n'a pas de sens de prendre uniquement les gens avec qui vous vous côtoyez tous les jours, parce que il faut vraiment ratisser large si on veut vraiment développer le basket. Donc parfois on prend des risques en prenant tel ou tel sans vraiment avoir de garantie ou de certitude que la personne est vraiment la bonne. Mais en tout cas, avec toi, ça a été un choix très, très, très judicieux et je suis très content. Et je pense on a fait du bon boulot. C'est pas On toujours a fait évident. énormément de travail et Voilà, c'est des moments que je ne vais jamais oublier parce que ça a transformé carrément le basketball burundais qui continue à progresser jusqu'à présent. Alors avant, tu disais tout à l'heure, avant d'accepter le poste de président de l'association, tu avais quelques idées. Quelles étaient ces idées-là que tu avais pour justement pouvoir développer le basketball burundais à cette époque? bah, bon, c'est le développer dans le sens où il faut vraiment le rendre populaire. Pour que justement qui jouent au basket, c'est pas seulement ceux qui sont dans les bonnes écoles, que ce soit un sport qui se joue dans les quartiers, que des gens viennent plus nombreux assister au match. Développer le basket féminin, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à certaines personnes, c'est que je me disais que le basket féminin était négligé et qu'il fallait absolument le développer. Donc c'est des idées aussi simples que ça. Après, évidemment, c'est un travail collectif. Le président d'une association, il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que les clubs essayent de développer leurs équipes en fonction des moyens qu'ils ont. Et c'est pas évident. Et parfois aussi, essayer de créer des activités un peu spéciales. Je ne sais pas si tu te rappelles de comment on a encadré les jeunes pendant les vacances. Ça, c'était une activité extraordinaire. J'ai demandé aux joueurs qui étaient déjà en vacances, qui avaient le temps et qui avaient les compétences de se mettre à la disposition de ce projet pour essayer justement de développer le basket dans tous les quartiers pendant les vacances, essayer de susciter cet intérêt. Et ça, c'était quelque chose je pense, extrêmement important, mais en même temps très compliqué. Une anecdote simple dont je me rappelle tout le temps, c'est qu'il y a des quartiers où les parents ne voulaient pas que leurs enfants jouent au basket tous les jours. Moi, je me rappelle avoir été un jour sur un terrain, je crois que c'était à Kinarma, et puis à un moment, je vois une mère de famille qui vient et qui insulte son fils, qui lui dit, Toi, je t'ai demandé de vendre des cacahuètes dans la rue, etc. Et maintenant, tu viens ici pour jouer au basket, alors que c'est pas ça qui va nous faire vivre, on doit trouver de quoi vivre, etc. Ça fait partie des réalités de tous les jours, de certaines réalités dans des quartiers, et il fallait en tenir compte. Mais bon, le petit, sur le coup, il courait pour pas se faire engueuler ou se faire taper dessus. Et puis, bon, le lendemain, il revenait. Et le lendemain, il revenait, même s'il restait pas jusqu'au bout. Et ça montre bien justement que on a créé un besoin, une passion, et parfois difficile à réaliser. Et ce rêve est difficile. Quand la maman dit, nous, on a besoin que tu vendes ces cacahuètes pour avoir un peu de rentrée, pour pouvoir payer ton Minerval à la rentrée scolaire, ça, c'est fondamental. Alors qu'il y en a d'autres qui pouvaient passer toute leur journée sur le terrain, sans aucun problème. Donc, c'est vraiment. Mais ça, ça fait partie de ce que j'appelle de contribuer à développer le basket, et c'était un peu ça l'objectif. Oui, je me souviens, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais demandé de coordonner ce projet. Oui, Donc, oui, c'est moi, absolument. oui, c'est moi qui coordonnais ce projet et ça a carrément transformé ma vie. Je me rappelle, on l'a fait pendant, je pense, 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus. Mais la première année, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais ministre, donc j'avais accès à une Mercedes. Une Mercedes avec. Faut pas le dire parce que c'est une gestion qui n'est pas très orthodoxe. Mais C'est comme ça. c'était dans l'intérêt général, je pense que les gens ne m'en voudront pas, hein. Oui, c'est ça. Donc, je parcourais la ville tous les jours, justement. Et puis, les fins de semaine, on les amenait au centre des jeunes, au centre culturel français, pour leur montrer des cassettes de Michael Jordan, de la NBA. C'était vraiment extraordinaire. Puis, il y a plusieurs équipes qui se sont formées juste à cause de ça.
des jeunes qui étaient dans plusieurs quartiers. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Mais aussi, l'autre chose que je me souviens, lorsque j'ai joint le comité justement à l'association, c'était la première fois que tu as amené l'aspect administratif du sport. On a passé des mois à travailler sur les règlements, les licences, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais avant, l'association n'avait pas les textes il fallait les renouveler. On a travaillé pendant des mois et des mois avant le début de la saison à travailler sur justement l'administration de l'association. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à développer cet aspect-là du basket? Bah, c'est simple, hein. S'il y a pas un minimum de règles pour organiser une association, pour organiser des championnats, c'est la pagaille, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et effectivement, à un certain moment, il y avait une pagaille pas possible. La question des transferts, à quel moment est-ce qu'on transfère, comment est-ce qu'on se transfère, comment éviter que deux équipes se disputent le même joueur. C'était parfois des situations concrètes. Et pour éviter ça, il faut mettre en place un système et un système qui soit valable donc sur la durée. Et c'est pas évident parce qu'il y a des intérêts divergents, les intérêts du joueur, les intérêts de l'équipe. Il faut trouver un juste milieu. Il faut parfois même, quand on s'est trompé, faire s'adapter. Mais pour moi, c'était aussi un des objectifs. C'était incontournable. Il fallait, pour l'intérêt de l'association, qu'on arrive à mettre en place vraiment quelque chose de bien organisé, de bien structuré. Et c'était, je pense, une bonne idée. Et c'est vraiment indispensable. Et je pense justement que aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe à la fédération, je suis pas convaincu que les dirigeants actuels ont une bonne vision, hein. Je donne un exemple concret qui m'a un peu choqué. Je suis de loin ce qui se passe dans le championnat national et tout ça. Je me rappelle la finale entre Dynamo et Urunani. Je crois que c'était le game 3, le troisième match. Je regarde la feuille de match, je l'ai même analysé en détail et tout. Et je me rends compte que sur 11 joueurs, le club Urunani, il y avait seulement un seul Burundais qui a joué. Et ce Burundais, il a joué 9 minutes. Mais les 10 autres joueurs, parce qu'ils étaient 11 ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, les 10 autres joueurs, c'était des étrangers. Et Dynamo, je crois qu'ils avaient 9 étrangers sur 12. Moi, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à... Si on veut développer le basket, il faut mettre un minimum de règles pour qu'il y ait un minimum de Burundais sur le terrain, dans le jeu. Et si quelqu'un ne voit pas ça, alors que pour moi, ça fait partie des, des, des choses élémentaires qu'on doit faire quand on veut développer justement le sport dans un pays. Moi, quelque part, parfois, ça m'inquiète de voir qu'on n'arrive pas à réglementer ça rapidement, alors que c'est vital même pour la survie du basket et le développement du basket au niveau des jeunes. Alors, ce qu'il y a, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres équipes. Au moins, je sais que au niveau d'Urunani, à côté de ça, ils ont quand même une très bonne politique de formation des jeunes, des filles. Il y a même des initiatives pour découvrir les talents, etc. Donc, il y a quand même toute une politique qui est en train qui est en train d'être mise en place, qui fait que finalement, le club va continuer à performer dans la durée. Mais je ne suis pas sûr que les autres clubs arrivent à suivre et ça, c'est vraiment quelque chose de préjudiciable au développement du sport, d'après moi. Mhm. Tout à fait. Et puis, il y avait aussi un autre aspect, c'était un aspect de formation. Je me rappelle, j'étais à mes débuts de coach. Donc, l'association et la fédération, ils ont amené un coach américain pour nous former, pour former des coachs. Et ça a transformé ma carrière de coach. Après ça, j'ai gagné 15 coupes en 3 ans en tant que coach, justement grâce à la formation que nous avait offert l'Américain. Cet aspect-là, comment est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là de formation? Parce que il y a eu formation des arbitres, formation des coachs, donc non seulement l'administration du sport, développer les jeunes, mais aussi cet aspect de formation. Comment est-ce que vous avez pensé à ça? Bon, ça, bon, c'est un peu incontournable, hein. Une fois qu'on s'engage dans ce type d'activité,
Si l'aspect formation n'est pas pris en compte, ça veut dire que quelque part, on n'a pas de vision. On n'essaie pas de travailler pour construire. Et c'est pas nouveau, justement. C'est pour ça que je dis il faut savoir que c'est pas quelque chose de nouveau. Même avant que je n'arrive à la tête de l'association, il y avait des formations qui étaient prises en compte, etc. Mais je crois que c'est vraiment, c'est un choix obligé. Moi, je dirais que on est obligé de le faire. Si on le fait pas, et on passe à côté de quelque chose qui à ce moment-là va faire que le basket ne va pas se développer comme il devrait se développer. Donc maintenant, quand on a les moyens d'avoir les personnes qu'il faut, parce que une chose est de vouloir former des gens, mais une autre encore est d'avoir les moyens. Et ça, c'est parfois aussi difficile parce que faire venir un entraîneur des États-Unis, de Russie ou de je ne sais où, qui a les compétences, ou bien alors former les compétences nationales, parce qu'il y a aussi des formateurs qui sont très compétents et des gens qui sont passionnés. Quelqu'un comme Mastillo, moi j'ai toujours eu un respect pour la passion qu'il avait pour ce sport. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie au basket. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie au basket. Je pense que je n'exagère en rien en disant cela. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On devrait lui construire un monument. Et il a contribué à non seulement développer son club, mais aussi à former d'autres personnes, à faire ça aussi dans le cadre de son activité, puisque c'était quelqu'un qui avait fait la formation de l'EPS, qui était professeur, etc. Donc, mais c'est quelqu'un qui... Et il y en a plusieurs comme ça, mais il faut justement les identifier, il faut les motiver et il faut chercher les moyens parce que sans les moyens, il y a pas mal de choses on peut avoir de bonnes idées, mais si on n'a pas les moyens, eh bien, ces idées ne pourront pas se concrétiser. Mhm. Donc, ce travail-là de formation, d'amener l'administration du sport, formation des jeunes, le résultat n'a pas tardé à venir. Je me rappelle, tu avais amené l'idée de faire des playoffs après la saison régulière, et là, ça a explosé le basketball burundais à Bujumbura. Est-ce que c'est la NBA qui t'a inspiré à amener cet aspect de playoff? Parce qu'avant, je ne pense pas qu'on faisait les playoffs, mais quand on a amené l'idée des playoffs, ça a été, c'était fou, l'engouement du basketball à Bujumbura. Mais je ne sais même pas qui a amené cette idée. Je pense même, en tout cas, elle n'est pas de moi. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait l'idée, qui a avancé l'idée. Et puis, effectivement, quand quelqu'un avance une bonne idée, il faut sauter sur l'occasion et dire, OK, voyons maintenant comment mettre ça en pratique. Mais c'est aussi compliqué parce que ça demande aussi du temps, il faut tenir compte du calendrier. Mais ça, c'est les défis intéressants par lesquels on doit passer pour justement essayer de mettre en place quelque chose. Et moi, je crois que ces playoffs ont effectivement amené quelque chose qui crée de la compétition. Après, la compétition, ça suscite aussi d'autres problèmes. Et ces autres problèmes, il faut les gérer. Parce qu'il y a le sport, vous savez que ça... Tu sais très bien il y a beaucoup de passions qui viennent avec. Et à ce moment-là, ça devient des problèmes à gérer dans les gradins, sur le terrain, etc. Et encore une anecdote, moi je me rappelle, à un certain moment, je voulais justement développer la notion de fair play. Ah, je me souviens très bien. Alors moi, j'essaie de dire, bon, quand le match est terminé, il faut que les joueurs se serrent la main. Le match est terminé, il faut se serrer la main. C'est pas grave, c'est un match de basket. C'est quelqu'un, il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui perd, il n'y a même pas de match nul. Et la vie continue. Mais ça a été compliqué. Il y a des gens qui disent non, 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 moi je suis fâché, je ne peux pas serrer la main à ce type-là, je veux plutôt le cogner. Et bon, c'est tout un processus. Après, vous établissez des règles, vous pouvez essayer de rendre ça obligatoire, mais il faut que quelque part, il faut aussi développer ces aspects-là. Et ça rend les choses très difficiles parce que la passion, les émotions font que on n'a peut-être pas forcément envie de faire ça. Et le parcours que j'ai eu m'a aidé beaucoup dans cela. Parce que, par exemple, je me rappelle que ça, c'est l'une des choses caractéristiques. Les Burundais, quand je jouais au rugby, on a essayé de faire des matchs d'exhibition pour montrer à quoi ressemble le rugby. Et je me rappelle qu'on a joué on a fait des matchs au stade Prince Louis Rwagasore. Ceux qui venaient voir, il n'y en avait pas beaucoup, mais le peu qui venaient,
ils passaient leur temps à rigoler. Ils se disaient, mais c'est quoi ce sport? C'est n'importe quoi. Les règles, ils les connaissaient pas, ils comprenaient pas. Et... Mais quelque chose que je trouve extraordinaire au niveau du rugby, c'est que les gens considèrent que c'est un sport violent, on se rentre dedans, il y a des contacts, etc., etc. Mais quand le match de rugby est terminé, ça veut dire que tout est terminé. Et généralement, on faisait même une espèce de... L'équipe qui avait perdu devait faire une espèce de haie d'honneur. Et l'équipe qui avait gagné passait au milieu et ceux qui avaient perdu devaient applaudir, etc. Et puis après, on faisait ce qu'on appelle la troisième mi-temps. On la La faisait ensemble. réception. Oui. Ouais, et on la faisait ensemble. Et la troisième mi-temps, c'était chaud. Il y avait des chansons où les gens se racontaient n'importe quoi, etc. Et puis les gens se mélangeaient, l'équipe qui a gagné, l'équipe qui a perdu. Mais pour arriver à développer ça, c'est une culture qui a pris du temps et ça fait partie du rugby. Mais quand vous voulez amener ça dans un autre sport qui a une autre logique, c'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, il y a des fanas. Quand je vois les... Et quand Unani a un match contre Dynamo, c'est comme si c'était la guerre qui arrive. Les gens se parlent pas, les gens se disent des petites méchancetés, etc. Ça fait partie du sport, mais il faut que quelque part il y ait des limites et il faut trouver un juste équilibre. Oui, l'aspect du fair play, quand tu l'as amené, tu nous en as parlé justement en cours de réunion. Moi, je l'ai fait directement avec mon équipe. Quand on finissait les matchs, elle savait que c'était obligatoire d'aller saluer l'adversaire pour dire, OK, bon match, et puis la vie continue, comme tu le dis. C'était vraiment quelque chose qui a impacté ma vie parce que euh, tout ce que j'ai appris au basketball, si tu le transfères dans la vie de tous les jours, Absolument. c'est extraordinaire. Et juste pour clore cette partie des playoffs, on a battu les records des gens qui sont venus au match. On était débordés et puis le truc qui a marché pendant ces playoffs, c'est que il fallait gagner 3 matchs pour gagner la coupe. Et puis les équipes qui étaient là, Kern et Orunani, chez les garçons, les Gazelles, CJS chez les filles, ils étaient à égalité. Et puis, il y avait le tout dernier match chez les garçons et chez les filles. Et ça a amené une foule énorme. Je pense que toute la capitale était au terrain du district. Je me rappelle, j'étais trésorier adjoint de l'association. Donc, je vendais les tickets à l'entrée, mais on était débordés. Et puis, il y avait même des gens Ah oui. qui venaient regarder le match. Et puis, il y a un qui m'a posé la question, c'est qui Urunani? C'est qui Kern? Il ne savait même pas les équipes qui allaient jouer, mais il était venu au match. C'est une expérience qu'on n'avait jamais vue. Et toi, le président de l'association, tu étais sur les toits à amener, à discipliner la foule. C'était vraiment une expérience que je ne vais jamais oublier. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah, mais je peux pas ne pas m'en souvenir parce que c'était chaud. Et ce qui est regrettable, c'est que ça, c'était quoi? C'était quoi? Il y a plus de 20 ans, 25 ans. Ouais, c'était en Il y a plus de 20. 1999, je pense. Voilà, donc ça fait Ouais. 25 ans. Alors, ce qui me choque quelque part, c'est que 25 ans après, on n'a toujours pas de terrain convenable pour accueillir tout ce monde-là. 25 ans après. Donc déjà à l'époque, c'était trop petit. Les joueurs étaient pratiquement cognés, les spectateurs étaient déjà sur la ligne, il fallait chaque fois les reculer, c'était compliqué. Et 25 ans après, c'est toujours les mêmes terrains du département. À l'époque, on jouait au district, on jouait à Mutanga Nord. C'est les mêmes terrains, 25 ans après. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau national parce que avoir un terrain décent, c'est le minimum si on veut développer ce sport. Et moi, je me rappelle, quand j'ai pris ma retraite, je me suis retrouvé à Kigali et c'était à la période de Covid, là, en 2020, début 2021. Il y avait un stade, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu y as joué, le stade Amahoro. Oui, 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 Un oui. un beau Oui, stade oui. de basket. Un Ouais. beau stade de basket. Si tu prends ce stade, tu l'amènes à Bujumbura, ça devient un bijou. Mais quand j'étais à Kigali en 2020-2021, ce stade-là, c'est là où on allait pour se faire tester le Covid.
Moi, je suis la première fois, je devais aller, je sais plus où, et je devais faire un test. Et puis, je vais dans ce test, on me dit, faut aller au stade Amaoura. Je dis, oh, ça, je connais. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que c'était sur le terrain où j'avais joué 25 ans plus tôt, ou 30 ans. C'est sur ce terrain-là que je me suis fait tester la COVID. Alors moi, je dis, mais c'est quoi ça? Nous, on a besoin d'un terrain comme ça à Bujumbura. Eux, ils font des tests Covid, mais c'est parce qu'entre-temps, ils ont construit le Ils ont construit Kigali la... Arena. Oui, ils ont construit un stade carrément. Et Ouais. Kigali Arena, j'ai déjà été plusieurs fois. C'est quelque chose. Alors, ne pas avoir un terrain digne de ce nom à Bujumbura en 2025, moi, je dis, bon, peut-être que le terme est fort, mais c'est un scandale. C'est un Mhm. scandale, mais bon, il est jamais trop tard pour bien faire. Il faut que ce terrain soit construit et il faut qu'on donne aux spectateurs qui le méritent un terrain digne de ce nom pour y avoir vraiment des spectacles. Et le spectacle, il est là. Quand Mhm. je vois, enfin, à distance, je vois certains matchs. Quand je passe à Bujumbura, de temps en temps, je vais voir un match, mais c'est plutôt rare. Il y a un spectacle, mais on ne peut pas continuer à faire des grands matchs comme ça sur des terrains comme celui du département. Donc, je pense Oui, qu'au sans niveau des les autorités, infrastructures, c'est incontournable, oui. oui, oui, c'est incontournable. Je pense il faut se donner des objectifs et le faire, mais on peut pas continuer. Ça peut pas continuer, c'est pas possible. Ouais. Alors, l'émission, ça s'appelle Impact Basket. On parle justement de l'impact qu'a fait le basket sur notre vie et comment on a utilisé le basket pour faire un impact dans la vie des autres. Alors, pour toi, Eugène, quel a été l'impact du basketball dans ta vie que tu gardes toujours jusqu'à maintenant? Ah, moi, le sport en général et le basket en particulier, ça développe des qualités que tu utilises dans la vie de tous les jours. Et un sport d'équipe, en principe, ça vous apprend aussi un certain nombre de valeurs. Ça vous amène à mieux vivre en société, dans la communauté où vous êtes. Et je crois que le sport en général, c'est utile pour qui que ce soit. Et je crois que l'essentiel, souvent, je dis aux gens, il faut continuer à faire un sport. Il m'est arrivé à Bujumbura de marcher et puis je vois quelqu'un qui mesure plus de 2 mètres, que j'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Et quand je le vois, je vais vers lui, je lui dis bonjour, ça va? Et je lui demande, est-ce que tu joues au basket? Alors parfois, il me dit oui, je dis, ah, c'est bien, il faut continuer, il faut t'entraîner, etc. Mais quand la personne me dit non, quand le jeune me dit non, ben, je dis, non, t'es pas sérieux. Avec une taille pareille, tu ne joues pas au basket, il y a un problème. Mais à la fin, je lui dis toujours, est-ce que tu fais du sport au moins? Parce que même si tu fais pas du basket, bon, c'est pas grave. J'aurais préféré qu'il joue au basket avec sa taille, qu'il y a une équipe qui pourrait en profiter. Mais à défaut, il faut quand même faire un sport, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif. Mais on a tous besoin de sport dans la vie et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et j'essaye de continuer à en parler autour de moi. Et je crois que ça me fait extrêmement plaisir quand je vois tout ce qui se passe, que ce soit au sein du club Urunani ou en général. Je crois que, bon, on a contribué, faut pas penser que tout ça, c'est grâce à toi, mais tu as donné ta petite contribution et d'autres donnent leur propre contribution. Et quelque part, on aide. Et j'ai écouté des Sorel, des Jolis que je connais bien, la famille Nziga Massabo, etc. Mais ça, c'est des choses extraordinaires et ça continue. Hein, quand j'entends Jolis parler de ses enfants, quand je vois comment elle s'appelle, mon amie Divine ici, en train de continuer à former des jeunes filles, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut continuer. Je pense que l'impact est là. C'est un impact qui se voit au niveau du basket, mais au niveau de la vie, au niveau de la communauté, au niveau de la société en général, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis, moi, je dois dire, en parlant d'impact, je peux te dire carrément que tu as fait un impact énorme sur ma vie, que je continue à, donc,
à profiter 30 ans plus tard parce que le fait de t'avoir côtoyé et de t'avoir vu jouer, de t'avoir vu de très près avec les réunions qu'on faisait, ça a complètement changé comment je vis ma vie parce que, bon, euh, je, comme je l'ai dit, je suis parmi les chanceux qui t'ont côtoyé de très près. Et je me souviens, par exemple, des fois, tu étais président de l'association de basket de Bujumbura, mais tu avais des fonctions aussi de ministre au niveau du gouvernement. Donc, comment tu pouvais gérer les deux? Moi, je trouvais que tu faisais de la magie parce que Je- c'était pas évident. c'est un sujet que je n'aime pas aborder parce que ça me crée parfois des problèmes avec ma femme parce que il y a des moments où on disait mais tu es où? Alors j'étais soit au boulot, soit au basket, soit dans une autre activité. Et à un certain moment, la question c'était mais la famille dans tout ça, elle est où? Et il fallait alors trouver aussi du temps pour la famille. Bon, c'était compliqué, mais c'est des complications qui, quelque part, avaient apporté une certaine satisfaction. Et quand j'entends que ça a eu un impact et que ça a aidé à ce que des gens se développent ou contribuent aussi à développer le basket, quelque part, j'éprouve une petite satisfaction. Et je crois qu'il faut que les uns et les autres continuent parce que on en a tous besoin. Oui. Il y avait une fois, on était en réunion, je pense, de l'association, et puis on a terminé vers 22 heures, et tu devais voyager le jour suivant. Donc, on a terminé la réunion à 22 heures, mais le matin, je pense à 9 heures, on avait tous le PV de la réunion de la veille. Et moi, je me suis dit, mais où est-ce que Eugène a trouvé le temps de faire, de faire le PV, d'envoyer le tout à tout le monde et de voyager le lendemain? Je dis, c'est pas possible. Maintenant que je le vis, je te comprends mieux parce que je jongle plusieurs choses à la fois, mais c'est des choses que j'ai appris justement grâce à cette expérience que j'ai vue de moi-même, comment quelqu'un peut faire un travail bien fait, un travail excellent et le faire à temps. Moi, j'étais émerveillé justement de voir quelqu'un qui pouvait le faire, et ça a été un exemple que je fais toujours, faire un travail et le faire bien et le faire à temps. Et surtout, moi, ce qui a aussi impacté, c'était cet aspect d'honnêteté, cet aspect du droit, cet aspect de fair play, de prendre le sport comme une leçon de vie. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, que j'ai gardé avec moi pendant des années. Et tout ça, je l'ai appris justement en travaillant avec toi. Donc, en parlant d'impact, je ne peux pas mesurer l'impact que tu as fait dans ma vie de tous les jours parce que à te côtoyer pendant toutes ces années-là, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ça, je peux te le dire. Ah là, tu vas me faire rougir, heureusement que je suis noir. Non, c'était vraiment un bon paquet. C'était le fait, mon expérience justement d'encadrer les jeunes pendant les vacances. On avait plus de 1000 jeunes. Je me rappelle à la fin de chaque été, on faisait un tournoi de clôture au terrain du département. Et là, le terrain était plein des jeunes qui n'avaient jamais touché au ballon, qui étaient venus voir justement la clôture. Et je me souviens, mon coach, à Rumuri, il s'appelle Varawa, que tu connais. Et puis, Ouais. il vient me voir à la fin, il me dit, tu vois tous ces jeunes-là qui sont ici, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Je dis, non, non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Eugène. Non, c'est C'est, grâce à c'est- nous. C'est un travail collectif. Il faut chaque fois justement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le sport collectif, les récompenses individuelles me gênent quelque part parce que c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble, on échoue ensemble, on réussit ensemble. Et je crois que toi comme moi, on peut être content d'avoir développé justement cet intérêt dans les quartiers pour le basket. Et certains joueurs qui sont devenus ceux qui sont devenus, c'est-à-dire de très bons joueurs, quelque part, on a apporté notre petite contribution. Toi, moi et d'autres. Et je crois que c'est ça bon, c'est toujours un peu, c'est une petite satisfaction, hein. Maintenant, bon, je suis plus tout jeune, hein, mais quelque part, quand je regarde dans le rétroviseur, j'aime pas trop y regarder parce que je pense qu'il faut chaque fois essayer de regarder devant soi. Mais quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis, ah, on a quand même fait des choses, c'est intéressant. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte que ces choses puissent
continuer et s'améliorer. On ne les fait pas pour soi, on les fait pour que les choses continuent à se développer. Et je suis content quand je vois le travail que tu fais. Eh bien, à un certain moment, il y a des gens qui vont parler de toi comme tu es en train de parler de moi. Et je crois que c'est vraiment important et que tu leur rapportes ce que tu leur apportes pour que justement eux aussi comprennent ce qu'ils ont comme opportunité et essayent de les saisir et de les développer. Ah, tout à fait. Je me souviens, euh, donc la première fois où j'ai commencé à travailler avec la NBA, avec les Raptors de Toronto, euh, et là, justement, quand tu parles de regarder en arrière, tout ce travail qu'on a fait pendant des années, il y a une trentaine d'années, ça a ramené à ce que je sois en NBA, à faire des entrevues avec les stars qu'on regardait à la télé. Et ça, chaque fois que j'arrive au terrain, à la Scotiabank Arena, je me dis, je suis en train de rêver. Parce que qui aurait cru, justement, avec les terrains sur lesquels on a joué il y a une trentaine d'années, qu'un jour, je serais à NBA à faire des entrevues avec ces joueurs-là. Moi, je n'en reviens pas. Et puis, c'est le fruit de ce travail-là qu'on a fait pendant des années à donner, à encadrer, donc, à pouvoir donner la chance aux jeunes de pratiquer ce sport qu'on aime. Et là, en 2019, je me retrouve en finale de la NBA. Et qui est là pour regarder le match avec moi? C'est Là, Eugène. quelque part, j'avais jamais pensé moi-même que je pourrais un jour regarder un match d'une finale NBA. Alors, le jour où je me suis retrouvé ici, parce que ma famille était ici, et que j'avais la chance d'avoir les Raptors en finale, je me suis dit, je dois y aller. Mais j'ai failli ne pas y aller, parce qu'en réalité, le calendrier de travail et tout ça a fait que le seul match que je pouvais voir, c'était le Game 5. Mhm. Mais tout le monde sait qu'il peut y avoir un 4-0. Oui. Et s'il y a le 4-0, le Game 5 n'aura pas lieu. Alors moi, j'étais là en train d'espérer en disant, il faut absolument que... Bon, malheureusement pour les Golden State, je crois que c'est Kevin Durant a eu des Il s'est problèmes blessé, oui. Il s'est blessé. Ouais. Et quelque part, enfin ça c'est mon point de vue, quelque part, ça a permis aux Raptors de tenir tête. Parce que moi j'avais peur qu'avec Kevin Durant, le Golden State gagne 4-0 et j'allais pas voir ma finale NBA. Donc, quand j'ai vu que, OK, ce ne sera pas 4-0 et que j'allais avoir mon Game 5, là, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Parce que Oui. quelque part, j'avais du mal à... Une fois, j'avais été voir, de passage à New York, j'avais été voir en 2012, je pense. J'étais allé voir un match au Madison Square Garden, New York contre Utah. Mais pour moi, déjà là, pour moi, c'était le summum. Pour moi, je croyais avoir vu un match NBA, je pouvais mourir tranquille. Mais c'était en 2012, c'était en quelle année la finale? 2019, 2019, 2019, 19. ouais. 7 ans plus tard, voilà que je me retrouve avec toi, regarder je crois, le game 5, je pense. Ouais, c'était Game 5 et ils ont perdu. C'était- Toronto a perdu ce match-là. Ils ont Ouais. perdu et ils ont gagné le game 6 à, À Oakland, oui, c'est ça. Ils ont à- gagné, de oui. l'autre Ils ont côté. gagné la coupe à Mais l'extérieur, oui. je me rappelle, j'étais encore à Toronto à l'époque pour le sixième match. Et j'ai regardé avec un petit groupe de Burundais, notamment mon ami Amidou, avec qui un ancien Durunani et autres. Mais moi, je regardais autant le match que les Burundais avec qui j'étais. Ils étaient des fanatiques. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils sont plus Toronto que les Canadiens eux-mêmes. Ils étaient là en train d'insulter l'arbitre, ils étaient là, etc. Et puis quand le match s'est terminé, je crois que c'est Amidou m'a envoyé un message à 6 heures du matin pour me dire, voilà, je viens de rentrer à la maison. Donc après la victoire, il a passé la nuit à fêter. Il a passé la nuit à fêter la victoire des Raptors. Moi, j'ai dit, ah, ça, quand même, ça, il faut le faire. Je dis, mais ça, c'est un Burundais qui passe sa nuit dans les rues de Toronto en train de faire la fête et qui rentre à 6 heures du matin parce que son équipe a gagné. Ah, moi, j'ai dit, ça, c'est la magie du sport. Ça, La magie du sport, c'est c'est extraordinaire. extraordinaire. C'est Ouais. extraordinaire.
moi, je dis toujours, ça c'est, je suis impartial, le basketball, c'est le meilleur sport au monde. Je suis impartial, je le sais, mais ce qu'on vit, on parvient à vivre comme émotion, quand on joue, quand on est fan, quand on entraîne, c'est quelque chose qui est d'irremplaçable. Cette passion-là, moi, ce que j'ai vécu dans le sport, je ne l'ai jamais vécu ailleurs. Parce que la sensation que ça donne lorsqu'on gagne, lorsqu'il y a un bon match, c'est fou. Et puis pouvoir apprendre tout ça et le faire dans notre vie de tous les jours, moi je trouve que c'est une expérience extraordinaire que n'importe qui veut vivre une passion, c'est une vie bien remplie, à mon avis. Ouais. Non, je pense que c'est effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, il faut mettre un peu de mesure parce que parfois, ça va un peu trop loin. Je vois un peu quand je vois au niveau du foot, les gens, Barcelone, Real, machin, comment on appelle ça, Messi, Ronaldo, ça- parfois ça prend des dimensions un peu inquiétantes. Au niveau du basket, Urunani Dynamo, à la limite, parfois j'entends les gens d'Urunani presque dire, bon, écoutez, vous pouvez perdre contre qui vous voulez, mais surtout pas perdre contre Ne Dynamo. pas perdre contre Dynamo. Ne surtout pas perdre contre Dynamo. Et ça, c'est tout le temps un peu gênant. Moi, je me rappelle à l'époque, on jouait dans l'équipe nationale et on avait un match contre le Rwanda. Les gens venaient et nous ont dit, mais écoutez, vous pouvez pas perdre contre le Rwanda. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais du coup, tu entres sur le terrain en paniquant. Tu es tendu, et à la fin, tu perds pas parce que tu es plus faible, mais parce que tu es plus tendu, plus nerveux, Parce que tu parce as que tout le pays la pression est forte, etc. Et puis à un moment, mais maintenant, moi, je vis ça un peu calmement. Moi, c'est plus, je suis Urunani, mais j'ai beaucoup d'amis. J'ai Charles de Dynamo, c'est un grand ami à moi. On s'est encore parlé hier. J'ai des amis ici qui me taquinent chaque fois qu'il y a un match sur Runani Dynamo. En fonction du résultat, je suis le premier à envoyer un message ou bien l'autre est le premier à m'envoyer un message. On se taquine comme ça, mais c'est plus pour se taquiner que. Mais il y en a qui vivent ça du fond de leur. C'est des tripes, ça monte, c'est sérieux. Il y a des gens qui vont pas dormir pendant je sais pas combien de jours. La veille du match, le lendemain du match, s'ils ont perdu, c'est un peu trop, mais bon. Ouais, c'est Pourquoi ça. pas? Mais c'est le meilleur moyen de se faire des amis. Moi, mes plus grands amis, je les ai connus grâce au basket, ça c'est sûr et certain. Avant de clôturer l'émission, donc je vais juste te dire merci parce que grâce à toi, tu as allumé ce feu en moi de la passion du basketball, de faire ça en une carrière. Mais ce que tu ne sais pas, que je t'ai jamais dit, c'est que il y a plusieurs, je pense que j'avais 4 ou 5 ans, on était voisins. On était voisins à Roero. Ah bon? Oui, j'étais, voisin de feu André Ndakose. Donc, vous habitez juste à Ah, ok, côté. Oui, juste à oui, côté. Ouais, ouais. je te l'ai jamais dit. Mais là, je pense qu'à cette époque, vous veniez d'arriver d'Europe, je pense. Et puis, ce que je regarde, j'avais 4 ou 5 ans, je me souviens. Mais chez vous, toute la journée, pendant les vacances, vous mettiez la musique de Bob Marley. Il y avait, il y avait un volume très haut que tout le quartier pouvait entendre la musique de Bob Marley de chez vous. Et donc, Ah, grâce à toi, j'ai découvert la musique de Bob Marley, que je suis le plus grand fan de Bob Marley plusieurs années plus tard. Mais la première fois que j'ai entendu la musique de Bob Marley, c'était chez vous. à la limite, je suis encore plus heureux d'avoir contribué à ce que tu aimes une superstar comme Bob Marley, qui, au-delà du chanteur extraordinaire qu'il fut, était quand même quelqu'un d'engagé et qui a vraiment combattu pour de bonnes causes. Et il faut en être fier. Mais c'était vraiment un artiste. Mais je savais pas qu'on dérangeait tout le quartier, là. Ça, c'est du tapage. Ça, c'est des souvenirs que je ne vais pas oublier. Il y avait Dieudonné Cuisera, l'athlète, qui Ouais, habitait chez absolument. son. Oui, donc on était voisins. Mhm. Moi, j'étais enfant, mais je me souviens bien des chansons de Bombardier que vous jouez chez vous. Et tout le quartier pouvait les entendre. Ah, là, je crois on profitait quand le papa n'était pas dans les environs, parce que le papa, il aimait un peu sa tranquillité, et puis parfois, il écoutait de la musique, et puis parfois, bon, un peu pour nous taquiner, il écoutait la musique qu'on écoute et tout, et puis après, il dit, mais
vous, là, je comprends pas. C'est quoi la différence entre écouter votre musique et écouter un hélicoptère qui passe? Il n'y a pas de différence. Bon, évidemment, on ne voulait pas s'engager dans un débat pareil parce que sinon on allait se faire engueuler, mais c'était un peu pour dire arrêtez de nous, de nous casser les oreilles avec votre musique, là. Ah, c'est vraiment drôle. En tout cas, merci beaucoup, Eugène. C'était vraiment un plaisir de te parler parce que ça a amené de bons souvenirs. Et puis, on se rappelle justement de ce que le basket a fait dans nos vies, ce que le basket nous a permis de faire dans la vie des autres. C'est des choses qu'on garde pour la vie. C'est des amitiés qui se forgent, euh, qui auraient su qu'en travaillant ensemble en 1999-2000, on allait se retrouver au Canada à vivre notre passion, à regarder les matchs de la NBA ensemble. La vie, des fois, nous réserve des surprises. Vraiment, en tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à l'émission. C'était vraiment un plaisir. Non, je pouvais pas dire non, comme tu ne pouvais pas dire non à l'époque où je t'ai demandé de travailler avec moi. Je pouvais pas dire non pour cette émission et je pense que tu fais un boulot remarquable, remarquable. Et je voudrais juste espérer que tu continues parce que c'est vraiment important. Et je pense que d'autres avec moi te disent merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, Et voilà, ciao. donc, Bye bye. c'était l'émission Impact Basket sur Choc FM avec un invité spécial, Eugène Indorera, un passionné du basketball, un passionné de sport qui est ici maintenant au Canada avec nous, avec qui on a retracé de bons moments qu'on a vécu ensemble. Et donc, je vous dis au revoir et je vous retrouve à la prochaine dans l'émission Impact Basket. C'était Patrick Biznavi à Choc FM. Peace and love. Ciao. Impact Basket.